Pourquoi ça reste aussi lent, aussi frustrant, alors qu'on parle tous d'innovation, d'agilité, de transfo numérique? Dans beaucoup d'entreprises, le SI est un monolithe. Parce que soyons honnêtes, on est en 2025, mais dans beaucoup de boîtes, les budgets sont encore construits qu'en 2005. Et avec cette logique, vous consommez 80% de votre budget IT, et juste pour faire en sorte que tout fonctionne. Mais pendant ce temps, c'est toujours le même scénario, les métiers, eux, ils veulent avancer. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Tips DSI. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que vous vivez sûrement au quotidien, mais qu'on verbalise très rarement. Pourquoi en 2025, tant de DSI ont du mal à avancer efficacement dans leurs projets digitaux? Pourquoi ça reste aussi lent, aussi frustrant, alors qu'on parle tous d'innovation, d'agilité, de transfo numérique? Et bien avec mon équipe, on est allé poser la question à la source. On a mené une étude terrain auprès d'une trentaine de DSI, dans des grands groupes, des ETI, des PME, pour comprendre ce qui les bloque concrètement. Et le résultat, il est clair. 8 freins majeurs sont revenus dans tous les interviews, toujours les mêmes, toujours aussi puissants et souvent toujours tabous. Alors dans cet épisode, je vais vous les dérouler un par un, pas pour faire un état des lieux qui est assez déprimant, mais pour qu'on puisse tout simplement mettre des mots sur ce que vous, en tant que DSI, vous vivez et surtout comment on peut s'en sortir. C'est parti. Le premier frein, c'est la complexité organisationnelle et les silos internes. Quand on parle avec des DSI aujourd'hui, il y a un truc qui revient tout le temps, c'est le vrai sentiment d'être isolé et de bosser en vase clos. La DSI dans beaucoup d'entreprises, elle continue à être vue, mais comme une sorte de prestat interne. On vous appelle pour faire tourner l'infra, sécuriser les accès, maintenir les outils métiers, mais quand il s'agit de réfléchir à la strat, aux enjeux terrain, aux besoins concrets des équipes avec les logiciels métiers, vous n'êtes pas là, ou alors un peu trop tard. Et ça crée une cassure. Parce que pendant ce temps, le business, lui, il veut aller super vite, il teste, il itère, il attend la réactivité, et vous êtes encore coincé dans quelque chose d'extrêmement long, des cycles de validation qui sont rigides, des audits, des comités de pilotage, des intégrations à prévoir, mais pas parce que vous aimez ça, mais parce que le système même de votre entreprise est construit comme ça. J'ai un exemple très simple. Votre équipe Sales veut tester un nouveau CRM. Rien d'extravagant comme ça, juste une expérimentation. Ils viennent vous voir, et là on part sur un audit de sécurité, une validation RGPD, une analyse d'architecture, une demande de budget, un arbitrage juridique. Résultat, 4 mois de blocage de projet, et finalement il a abandonné à la fin. Et ce qui se passe, c'est presque systématique, les équipes Sales contournent la DSI. Elles achètent un outil en SaaS, elles bricolent une base Notion, elles branchent Zapier, et vous, plus tard, vous découvrez que ça plante, et c'est ce qu'on appelle le shadow IT. Mais c'est surtout un signal. Si les équipes contournent l'IT, c'est parce qu'elles le voient comme un frein, et pas comme un allié. Et souvent, c'est même pas une question de compétence ou de bonne volonté de votre part, c'est juste que vous êtes factuellement submergé. Parce que oui, vous êtes censé absorber toutes les demandes métiers, gérer l'existant, maintenir les systèmes parfois vieux de 20 ans, en traitant les incidents, en sécurisant les accès, en pilotant les projets structurants, enfin bref. À un moment, ça coince. Et ce qui est le plus dur dans tout ça, c'est qu'il n'y a même pas de langage commun entre vous et les métiers. La tech et les métiers, ils parlent différemment. Vous parlez cloud, sécurité, API, eux parlent conversion, parcours client, productivité terrain, et du coup on se retrouve avec des comités de pilotage où chacun parle sa langue, mais sans se comprendre. Ajoutez à ça une gouvernance qui est assez rigide, dictée par les services financiers avec des cycles d'investissement à l'ancienne, des validations en cascade, des cahiers des charges de 40 pages, et vous avez tous les ingrédients pour que l'IT rame pendant que le business fonce. Et pourtant, tout le monde veut la même chose, avancer rapidement avec les bons outils. Mais tant qu'on reste dans ce schéma qui est figé, les silos internes continueront réellement de tuer l'innovation. Le deuxième frein, c'est que votre gouvernance et les enveloppes budgétaires qu'on vous alloue sont trop rigides. C'est le budget le problème. Ou plutôt, la manière dont le budget IT est pensé. Parce que soyons honnêtes, on est en 2025, mais dans beaucoup de boîtes, les budgets sont encore construits comme en 2005. En fait, vous fonctionnez avec des cycles annuels qui sont figés, des enveloppes qui sont décidées globalement une fois par an, des arbitrages qui prennent des mois, et pendant ce temps, il n'y a pas de surprise, les besoins du terrain, eux, évoluent et changent tous les jours. Résultat, vous avez globalement aucune marge de manœuvre pour traiter les nouveaux besoins. Même quand une opportunité se présente, un petit test rapide, un petit expérimenté, vous ne pouvez pas y aller. Et c'est pas parce que c'est pas pertinent, mais c'est parce que vous n'avez pas la ligne budgétaire. Parce que le dossier n'a pas été validé en comité d'investissement, parce qu'on attend la fin du trimestre pour le réévaluer. Et c'est réellement là où ça devient bloquant, c'est quand la direction vous demande d'innover, mais qu'elle ne vous donne pas les moyens de le faire. On vous pousse à aller vers du cloud, du SaaS, de l'IA, de l'automatisation, mais dans les faits, vous êtes encore coincé dans une logique CAPEX où chaque projet doit être pensé comme un investissement lourd qui est amortissable sur 5 ans. Sauf que l'innovation, ça marche tout simplement pas comme ça. L'innovation, c'est des petits paris, des expérimentations, des cycles courts. Et quand vous essayez d'expliquer que l'IT aujourd'hui fonctionne comme un service continu, qu'on a besoin de budget souple, réparti sur l'année avec la capacité de réagir super vite, on vous regarde comme si vous étiez en train de tout remettre en question et donc vous n'êtes pas bien vu. Puis il y a cette vision encore très ancrée de l'IT comme un centre de coût et pas comme un levier de valeur, bref, pas comme un moteur stratégique. C'est juste un poste de dépense à optimiser. Là, c'est intéressant, j'ai eu le cas chez un client où la direction a fait appel à un cabinet de cost killing. L'objectif, c'était de réduire les coûts IT de 20%, mais sans toucher à l'infra, ni au contrat, ni au projet en cours. Autrement dit, on nous demandait globalement de faire plus avec beaucoup moins.
Et surtout, venez pas nous parler d'innovation tant que vous n'avez pas prouvé le ROI. Mais comment on prouve le ROI d'un test SaaS qui n'a pas encore démarré? C'est pas possible. Comment on justifie une expérimentation avec une équipe métier si le seul indicateur qu'on vous impose, c'est la réduction des coûts? Puis il y a aussi toute la partie réalité des choix techno. Vous savez ce qu'il faudrait mettre en place, mais souvent, vous êtes contraint par les accords cadres, les contrats existants, ou tout simplement par le fait qu'il faut faire rentrer la solution dans le budget au lieu de faire un vrai choix stratégique. Et ça donne quoi? Et ça donne des outils qui ne sont pas adaptés au SI, qui sont figés, ou tout simplement des écosystèmes qui ne bougent pas. En fait, on ne vous donne pas les moyens de faire autrement. Et le pire, c'est que ce sont parfois les contrats eux-mêmes qui vous enferment. Par exemple, si vous avez signé un ERP depuis 5 ans et des conditions qui sont super rigides, un support qui est minimum, un coût de sortie qui est délirant, puis globalement aucun espace pour bouger, ça vous enferme et pendant ce temps-là, les besoins évoluent, les outils évoluent, le métier évolue, mais vous restez verrouillé par des décisions prises il y a 3 ans. Et c'est comme ça que la DSI, malgré toute sa bonne volonté, finit par subir les choix au lieu de réellement les piloter. Le troisième frein, c'est que vous êtes dépendant des systèmes legacy. Celui-là, c'est le classique, le bon vieux SI legacy. Et franchement, il fait très très mal. Parce que souvent, c'est le frein le plus concret. Pas une perception, c'est pas un sujet culturel, non, c'est un truc que vous touchez du doigt tous les jours. Dans beaucoup d'entreprises, le SI est un monolithe. Un système qui a été construit au fil du temps, souvent depuis 10, 15, 20 ans, avec des technos qui sont aujourd'hui complètement dépassés, mais qui font tourner la boutique. Et c'est là le dilemme. Vous ne pouvez pas le remplacer parce que c'est critique, mais de l'autre côté, vous ne pouvez pas vraiment le faire évoluer parce qu'il est figé. Et chaque nouvelle demande, c'est un petit casse-tête. Vous voulez connecter un nouvel outil, il n'y a pas d'API. Vous voulez automatiser un process, il faut passer par une couche middleware bricolée il y a 6 ans. Vous voulez sortir une nouvelle fonctionnalité, attention, effet domino, tout est imbriqué, tout dépend de tout. Et puis il y a cette partie un peu d'aide technique silencieuse qui vous rattrape. Un petit changement, globalement, peut prendre des semaines, voire des mois, alors qu'il aurait pu prendre une journée, parce que le moindre truc doit être testé partout. Vous êtes sur des versions globalement obsolètes, parfois même sur des technos où les compétences sont complètement disparues. Vous avez du COBOL, de la S400, des outils maison sans doc, et les gens qui ont créé ces outils sont partis à la retraite, donc globalement, vous ne pouvez pas les maintenir. Du coup, vous avancez à petits pas, vous maintenez, vous colmatez. Et avec cette logique, vous consommez 80% de votre budget IT, mais juste pour faire en sorte que tout fonctionne. Et ce qui est fou, c'est que dans ce contexte, on vous demande globalement en parallèle d'innover, mais avec 20% du budget IT. À chaque fois que vous voulez changer un bout de votre SI, ce qu'on vous dit c'est toujours la même chose. Oui, mais ça c'est pas prévu dans la version actuelle, donc faudra attendre la prochaine montée de version dans 9 mois. Mais pendant ce temps, c'est toujours le même scénario, les métiers, eux, ils veulent avancer. Ils veulent un dashboard connecté au CRM, ils veulent une appli mobile pour les commerciaux, un workflow qui soit automatisé. Et vous êtes là à répondre alors techniquement c'est possible, mais il faut un projet à 6 chiffres et 12 mois de dev, donc impossible. Frustration, contournement, Shadow IT, on en revient toujours à la même logique. Et donc vous perdez encore plus la main. Le legacy, c'est juste un problème technique. C'est un peu une prison silencieuse qui vous empêche de répondre au tempo du business. Et plus vous attendez pour résoudre la dette technique, plus c'est dur de vous en libérer naturellement. Le frein numéro 4, c'est le manque de compétences en interne. Celui-ci, il fait mal à beaucoup de DSI parce qu'il est à la fois visible et difficile à adresser rapidement. Aujourd'hui, les besoins tech explosent dans tous les sens, que ce soit le cloud, le DevOps, la cybersécurité, l'IA, la data, le FinOps, l'API, enfin bref, on va pas tous les citer. On vous demande globalement d'être partout, tout le temps, sur tous les sujets, mais la réalité, c'est que vos équipes, elles sont pas dimensionnées pour ça. Et c'est clairement pas un problème de volonté de votre part. C'est juste qu'il n'y a pas assez de monde, pas assez de profils à jour, pas assez de compétences sur les technos d'aujourd'hui. Et le marché est super tendu. Les meilleurs profils, ils partent chez les big tech, chez les startups, les scale-up. En fait, c'est des boîtes qui offrent plus de souplesse, plus d'autonomie et plus de défis techniques. Donc naturellement, les profils veulent aller là-bas. Et côté DSI traditionnels, on se retrouve avec une vraie difficulté à recruter. Pas parce que vous êtes moins bon, mais parce que le cadre est souvent beaucoup trop rigide pour ces profils. Il est trop lent, il est trop verrouillé. Et même quand vous arrivez à recruter un bon profil, il y a l'autre problème, c'est le turnover. Les gens restent 1 an, 2 ans, puis ils partent, et puis vous retrouvez à former, à intégrer, transmettre, pour mieux recommencer quelques mois plus tard. Et pendant ce temps, vos équipes en place, elles tiennent la baraque, mais elles n'ont pas les compétences à jour. Elles connaissent l'infra, le legacy, elles maîtrisent les procédures, mais dès qu'on parle de nouveaux outils ou de nouvelles méthodes, l'agilité, l'API first, etc., il y a un décalage. Et on est souvent confronté à une situation qui est un peu paradoxale. Vous externalisez de plus en plus parce que vous n'avez pas les compétences en interne, mais du coup, vous perdez de plus en plus la main sur les projets critiques. Parce que quand vous sous-traitez un produit de A à Z à des free, à des ESN, la connaissance, elle reste pas. Elle part avec le prestat. Et ça, c'est un vrai problème qu'on appelle un problème de souveraineté numérique interne. Vous êtes dépendant de vos partenaires et les équipes montent pas en compétences parce qu'elles sont pas vraiment intégrées dans la boucle. Ajoutez à ça les budgets de formation qui sont trop faibles ou mal ciblés, vous avez un vrai manque de profil hybride qui est incapable de faire des liens entre la tech, les métiers, les produits, etc. Et vous avez une équation qui est impossible à résoudre. Vous êtes censé piloter la transfo digitale, mais avec des équipes qui n'ont pas trop les moyens de suivre. Et à long terme, ça devient un vrai sujet de perf. Parce qu'une DSI sans compétences à jour, sans culture produit, sans levier interne, c'est une DSI qui s'épuise. Le frein numéro 5, c'est la vision floue de la transfo digitale. Alors celui-là, il est un peu plus compliqué, mais il est partout.
La transformation digitale, tout le monde en parle. C'est devenu le mot-clé magique dans les comités stratégiques, dans les rapports d'activité, dans les réunions d'annonces. Mais quand on gratte un peu, on se rend compte que derrière la transfo digitale, il n'y a pas de vision claire. Ou pire encore, il y a autant de visions que de départements sur la transfo digitale. Bref, pour certains, être digital, c'est passer au cloud. Pour d'autres, c'est lancer une app mobile. Pour d'autres encore, c'est automatiser les process RH ou refaire le site e-commerce. Mais personne ne prend vraiment le temps de poser une question. Pourquoi on fait ça? C'est quoi l'objectif business? C'est quoi la prio globale? Et dans ce flou-là, la DSI elle se retrouve au milieu à devoir faire avancer des projets qui n'ont pas de cap, pas d'alignement, pas de cohérence. Pire, vous êtes rarement à la table quand ces projets se décident. On vous informe, mais on ne vous implique pas. On vous dit qu'il faut qu'on soit plus digital sans vous expliquer concrètement ce que ça veut dire pour la boîte. Et vous vous retrouvez à courir après des projets flous, mal cadrés, souvent portés par la com ou le market, et qui explosent en vol après 6 mois parce que rien n'avait été pensé initialement en profondeur. Et en parallèle, vous êtes toujours évalué sur la dispo des serveurs, le taux d'incident, le respect des SLA, pas sur l'impact business de vos actions. Et c'est là qu'on voit un vrai décalage. Vous êtes censé porter la transfo digitale, mais on vous juge comme un service technique. Et ça va encore plus loin. Beaucoup d'entreprises continuent à gérer l'IT comme une suite de projets. On refait un logiciel tous les 5 ans, on le livre et ensuite silence radio. Pas d'évolution, pas de test utilisateur, pas d'itération, bref, pas de discovery quoi. Mais la réalité, c'est que le digital, ça fonctionne pas comme ça. On est passé à un monde où le produit doit évoluer en permanence. On adapte ou on mesure. Et quand l'IT reste bloqué sur un modèle gros chantier, gros livrable, on se reparle dans 2 ans, elle se coupe littéralement des réalités du terrain. Ajoutez à ça les investissements décidés à la va-vite sur des buzzwords, on fait de l'IA, on fait de la blockchain, on fait du no-code, sans savoir s'ils sont adaptés à vos enjeux, et tu te retrouves en tant que DSI avec un empilement d'initiatives qui sont mal intégrées, mal utilisées, et au final globalement inutiles. Qu'est-ce que ça crée derrière? Eh bien tout simplement une DSI qui gère en permanence le chaos, un SI qui devient extrêmement complexe et une pression énorme sans indicateur clair pour prouver, vous, votre valeur. On vous demande d'aller vite, mais on vous donne ni les moyens, ni la vision, ni la reconnaissance qui va avec. Et dans ces conditions, c'est clairement impossible d'avancer sereinement. Le 6e frein, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle, ou il y a des fausses promesses de techno. Et c'est le frein, je pense, un peu le plus cruel. Parce qu'il y a une super bonne intention, mais qui finit par faire plus de mal que de bien. Ces dernières années, on a tous vu passer le buzz, et récemment sur l'IA générative. À chaque fois, on vous vend une révolution, on vous promet qu'on va pouvoir faire plus vite, pour moins cher. On n'aura plus besoin de dev, que l'outil va s'autopiloter, qu'on pourra brancher un SaaS en 2 clics et que tout fonctionnera comme par magie. Et donc forcément, dans la direction générale ou les comités de pilotage, on se dit « Mais pourquoi vous galérez autant? Il suffit de prendre ce nouvel outil, il est incroyable ». Sauf que sur le terrain, c'est rarement aussi simple. Parce que la réalité, c'est que la technique ne règle pas les problèmes de gouvernance, de culture, d'alignement, de prio, de compétences. Elle les accélère, elle les expose et parfois même, elle les aggrave ces problèmes. Tu peux acheter le meilleur outil SaaS du marché. Mais si personne dans votre boîte n'est formé, si le process métier est bancal, si les données sont éclatées, si personne n'a pris le temps de cadrer ça, ça ne marchera pas. Et souvent, ce qu'on sous-estime, c'est le facteur humain, le facteur organisationnel et la courbe d'adoption. J'ai vu des entreprises dépenser des fortunes, mais des milliers d'euros dans l'IA qui n'a jamais dépassé la phase de pilote. Et pourquoi? C'est parce qu'elles n'avaient pas les données ou qu'elles n'avaient pas d'usage réel ou que les équipes comprenaient tout simplement pas à quoi ça servait. Et on peut dire la même chose du no-code puisque c'était il y a quelques mois. Oui, c'est un game changer, mais si on balance du no-code dans un environnement sans gouvernance, sans sécu, sans structure, on crée tout simplement du chaos beaucoup plus rapidement. Même l'automatisation qu'on présente souvent comme le Graal peut devenir un piège. Si tu automatises un process qui en fait n'a pas vocation à l'être, tu fais qu'accélérer ses dysfonctionnements. Et puis il y a l'autre point qu'on oublie, c'est la dépendance aux éditeurs. Dès que tu t'enfermes dans une plateforme, tu adoptes ses limites, ses prix et ses évolutions. Et parfois ça finit par coûter super cher, ou ça finit tout simplement par vous bloquer. Bref, il n'y a pas de baguette magique. La transformation digitale, c'est 80% d'organisation de vision, de conduite du changement et seul 20% de techno. Or, aujourd'hui, c'est l'inverse. Et tant qu'on pensera qu'un outil peut régler tous les problèmes, on continuera à avoir des projets qui brillent sur le papier, mais qui s'écrasent à l'atterrissage. Le 7e frein, c'est la culture d'entreprise. C'est une barrière invisible. Et c'est peut-être le frein le plus difficile à pointer du doigt aujourd'hui. Parce qu'il n'est pas technique, parce qu'il n'est pas financier, parce qu'il n'est pas visible dans un organigramme, mais il est là, il est partout, et il est silencieux. Et souvent, c'est lui qui plombe vos projets avant même qu'ils aient commencé. Et quand on creuse un peu, on se rend compte qu'il y a énormément de résistance au changement, à tous les niveaux. Côté métier, côté IT, côté direction, on entend encore trop souvent des phrases comme ça. On a toujours fait comme ça, on peut pas se permettre de tester, faut que ce soit parfait avant de le montrer, on en discute en comité dans 3 mois, mais pendant ce temps, le monde il bouge, les usages ils changent, les attentes elles évoluent. Et vous êtes enfermé dans un modèle où le droit à l'erreur n'existe pas. Chaque projet devient un réel enjeu politique, chaque prise de risque doit être validée 5 fois, chaque idée innovante passe dans une machine à broyer avant même d'être testée, et ce que je vois très souvent, c'est une DSI qui est réduite à un rôle d'exécutant, on vous dit quoi faire, on vous donne le cahier des charges, et vous devez tout simplement livrer comme à l'ancienne, pas co-construire, pas proposer, pas challenger. Et évidemment, avec ce type de culture, on finit par attirer exactement les profils qui veulent pas bousculer les lignes, les profils qui sont prudents, les profils qui sont processés, conservateurs, ceux qui savent gérer l'existant et pas inventer l'avenir. Et les jeunes talents, eux, ils fuient. Ils veulent souvent beaucoup plus d'autonomie, plus d'impact, plus d'agilité, mais ils se heurtent à des modèles hiérarchiques qui sont figés, à des évaluations qui sont basées sur la stabilité, pas sur l'expérimentation, pas sur le ROI,
Et ça, c'est l'IT qui tourne en rond parce qu'elle n'a pas les compétences, parce qu'elle n'a pas l'environnement culturel pour créer, pour essayer, pour apprendre. Même si les outils de collaboration sont mis en place, ça ne change rien. Les silos, ils restent. Même les budgets ne suffisent pas si les décisions sont toujours dictées par la peur du risque. Même le discours sur l'innovation, il sonne creux si dans les faits, chaque projet doit être verrouillé avant de démarrer. Et ça, c'est un sujet de fond. Parce que l'évolution de la culture, elle n'est pas réellement que au sein de la DSI, mais elle est aussi autour de la DSI. Il ne se passera rien tant que tous les environnements, le métier, la tech, le business n'auront pas été transformés dans leur façon de voir l'innovation. La technologie peut tout faire, mais ça reste un moyen. Si on l'utilise dans un système qui étouffe l'expérimentation, alors la technologie restera une simple couche de peinture sur un mur qui craque. Alors le 8e et le dernier frein, c'est toute la partie fusion et acquisition. Comment exploser un SI en quelques mots? Alors ce dernier frein, il est un peu à part, il n'est pas présent partout, et quand il l'est, alors là, il redéfinit tout. À chaque rachat, à chaque regroupement, chaque nouvelle entité qui entre dans un périmètre, c'est la même histoire. On récupère un autre SI, on récupère des outils, des process, une culture, des contrats, des stacks techniques, et pour ne pas perturber l'activité, on garde tout tel quel. Résultat, on a un SI qui est complètement éclaté dans plusieurs entités, avec des doublons partout, des CRM différents selon les filiales, des ERP qui se parlent pas alors même qu'on fait le même métier, des licences multipliées, des équipes IT qui bossent chacun dans leur coin, avec leurs outils, leurs prios, leur historique, et dans ce bazar, vous devez faire tenir tout dans un même écosystème qui soit cohérent. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas souvent de vraie stratégie d'unification. Il n'y a pas de roadmap technique globale, il n'y a pas de gouvernance transverse, juste de la gestion au cas par cas. Un peu de Rustine ici, un middleware là, un connecteur bricolé entre deux outils, et forcément, au bout d'un moment, ça craque, les coûts explosent, la dette technique devient ingérable, les projets communs deviennent impossibles à lancer, enfin bref, les métiers sont perdus, ils jonglent entre trois outils selon l'entité d'origine, et côté DSI, c'est la surcharge permanente. Vous pouvez même pas penser long terme, passer votre temps à maintenir, à colmater, à expliquer pourquoi non, ce projet peut pas être là, parce qu'il y a telle brique qui est dépendante d'un tel, et ça crée aussi un gros problème de sécu, parce qu'on a des niveaux de protection qui sont différents selon nos entités, des données sensibles qui sont éclatées sur plusieurs serveurs différents, des politiques de conformité qui sont impossibles à appliquer partout, et ce qui freine encore plus, c'est le poids politique des différentes entités. Chaque entité a ses outils, ses habitudes, ses gens, et personne ne veut lâcher. Pas de volonté de convergence, pas d'arbitrage clair, et donc pas d'unité naturellement. Et dans ce contexte, l'innovation elle devient encore plus secondaire, parce que vous êtes trop occupé à faire en sorte que tout fonctionne à peu près, mais à force de gérer l'existant, toujours le même problème, vous perdez la capacité à construire l'avenir. En conclusion, voilà, 8 freins, 8 murs invisibles ou parfois très visibles mais qui ralentissent, frustrent, bloquent. Et si vous êtes DSI aujourd'hui ou si vous bossez de près avec une DSI, vous avez sûrement reconnu beaucoup de choses. C'est pas parce que vous n'avez pas les compétences, c'est pas parce que vous ne voulez pas innover, c'est juste que les conditions ne sont pas réunies, l'organisation est figée, les budgets sont rigides, le SI est obsolète, les équipes sont sous pression, la culture est frileuse. C'est toujours les mêmes points, mais au-delà de tout ça, il y a une attente qui est mal cadrée sur tout ce qui doit être transformation digitale. Alors maintenant qu'on a mis les mots dessus, la vraie question c'est on fait quoi? Et c'est exactement ce que je vous propose dans le prochain épisode. On va décortiquer tous les leviers en rapport avec chacun des freins. On va parler pilotage produit, on va parler gouvernance moderne, stratégie cloud, montée en compétences, design organisationnel, pas pour vendre du rêve, mais pour vous aider à retrouver de la lisibilité, du levier, du mouvement, parce que les DSI ne doivent pas être des freins, elles doivent être des accélérateurs stratégiques pour les boîtes. Si cet épisode vous a parlé, si vous êtes reconnu dans ce que j'ai raconté, ou si vous pensez que ça peut aider quelqu'un dans votre réseau, je vous invite à le faire tourner, envoyer un collègue, un DG, un CTO, un partenaire, un DSI. Et si vous voulez aller plus loin, échanger, confronter vos idées, écrivez-moi, je lis tous les messages. À très vite dans un prochain épisode du Tips DSI.